Frequency. Weekend. Projects. Aujourd'hui, dans cette présentation, nous allons explorer comment s'y prendre pour transformer une tension alternative en tension continue. La tension à la sortie d'un transformateur est alternative. Elle ne peut être utilisée telle quelle pour alimenter des transistors, ou des circuits intégrés d'un appareil électronique parce que ces composantes requièrent une tension continue, comme celle d'une pile. Il y a plusieurs types de transformateurs, mais dans cette présentation j'aborderai seulement un transformateur dit d'alimentation. Quel que soit le transformateur, il possède toujours une bobine primaire, et d'au moins une bobine secondaire. On appliquera la tension alternative inductive à l'enroulement de la bobine primaire. Ici, ce sera la tension du secteur. Et on prélèvera la tension induite de l'enroulement de la bobine secondaire. La tension alternative que nous prélevons à l'enroulement secondaire est proportionnelle au nombre de spires qui forment l'enroulement des bobines. En ce qui concerne les transformateurs d'alimentation composés d'un primaire et d'un seul secondaire, on reconnaîtra trois catégories. La première catégorie sera le transformateur d'isolation. La deuxième catégorie, la plus utilisée, sera le transformateur abaisseur de tension, et la troisième catégorie sera le transformateur élévateur de tension. À moins d'une spécification contraire, tous les transformateurs fournissent une isolation galvanique entre la ligne du secteur et le dispositif alimenté. Cela veut dire qu'il n'y a pas de chemin de courant continu entre les deux enroulements. Ils servent trois objectifs principaux. Le premier consiste à isoler le secondaire de la Terre. Le deuxième consiste à fournir un abaissement ou une élévation des tensions de la ligne du secteur. Le troisième consiste à réduire le bruit de ligne, transmis du primaire au secondaire, ou inversement. Dans ce cas précis, ce modèle de transformateur d'isolation est composé du même nombre de spires au primaire qu'au secondaire. On dit qu'il a un rapport 1 pour 1. Ainsi, lorsque j'applique, disons, une tension alternative de 100 volts au primaire, j'obtiendrai aussi une tension alternative de 100 volts au secondaire. Dans le cas d'un transformateur abaisseur de tension, il est composé d'un nombre supérieur de spires au primaire qu'au secondaire. Le modèle présenté ici a un rapport 10 pour 1. Donc, il a 10 fois plus de spires au primaire qu'au secondaire. Si on préfère, on peut aussi dire qu'il a 10 fois moins de spires au secondaire qu'au primaire. Il en résulte que si j'applique, disons, une tension alternative de 100 volts au primaire, j'obtiendrai une tension alternative de 10 volts au secondaire. Soit, une tension de sortie abaissée de 10 fois celle du primaire. Dans le cas d'un transformateur élévateur de tension, il est composé d'un nombre inférieur de spires au primaire qu'au secondaire. Le modèle présenté ici a un rapport 1 pour 10. Donc, il a 10 fois plus de spires au secondaire qu'au primaire. Si on préfère, on peut aussi dire qu'il a 10 fois moins de spires au primaire qu'au secondaire. Il en résulte que si j'applique, disons, une tension alternative de 100 volts au primaire, j'obtiendrai une tension alternative de 1000 volts au secondaire. Soit, une tension de sortie élevée de 10 fois celle du primaire. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons explorer un transformateur d'alimentation, abaisseur de tension, composé d'un primaire supportant une tension inductive de 220 volts AC, d'un enroulement secondaire nous fournissant une tension induite de 18 volts AC, et de deux enroulements secondaires de 12 et 24 volts AC. Ce transformateur sera représenté dans un schéma électrique de cette façon. On peut différencier la bobine primaire, et les trois bobines secondaires. Au cours de cette première partie, nous allons nous concentrer uniquement sur l'enroulement secondaire nous fournissant une tension induite de 18 volts AC. J'aimerais préciser qu'au moment où on parle d'une tension inductive, on parle de la tension d'entrée. C'est la tension appliquée au primaire. Lorsqu'on parle d'une tension induite, on parle de la tension de sortie. C'est la tension prélevée à la sortie d'un enroulement secondaire. Pour mesurer les tensions inductives et induites d'un transformateur d'alimentation, nous utilisons un multimètre que l'on règle dans le mode de lecture AC.
Puis on sélectionne une échelle de voltage plus élevée que nécessaire. Ici j'ai réglé mon multimètre sur l'échelle de 20 volts AC, car je veux prélever la tension de sortie au secondaire de 18 volts AC. En reliant les deux probes de mon multimètre aux deux bornes du secondaire de 18 volts, je peux y lire une tension « efficace » de 18 volts. Lorsqu'on relève une tension alternative à l'aide d'un multimètre, on relève la seule valeur « efficace » et non la valeur « crête » de la demi-alternance. À l'aide d'un oscilloscope, on peut voir la tension de crête des demi-alternances. Si on n'a pas accès à un oscilloscope, on peut facilement calculer quelle sera la valeur crête des demi-alternances à l'aide de cette formule. La valeur crête est égale à la valeur efficace multipliée par 1,41. Ainsi, une tension efficace de 18 volts, multipliée par 1,41, est égale à la valeur crête de 25,38 volts. On pourrait comparer les volts crête à la hauteur maximale d'un cône de glace. Si on le fait fondre dans un verre, on obtient une hauteur inférieure qui serait pratiquement équivalente au volt efficace. Un peu de théorie s'impose pour bien comprendre la différence entre la tension efficace versus la tension crête. L'amplitude d'une tension alternative change au cours du temps. En fait, elle change à chaque milliseconde. On ne peut donc pas la mesurer. On définit alors la tension efficace d'une tension alternative comme la tension continue qui produirait les mêmes effets. Prenons pour exemple ce circuit. J'ai une lampe de 18 volts reliée à une tension continue provenant d'une batterie de 18 volts, et une autre lampe identique reliée à une tension alternative dont la valeur efficace est de 18 volts. Les deux lampes produiront la même luminosité. La mesure d'une tension alternative se fait avec un voltmètre ou un multimètre. La valeur affichée sera la valeur de la tension dite efficace. Si je mesure la tension alternative de deux prises de courant, la valeur affichée sera la valeur efficace et non pas la valeur crête. Pour bien comprendre, on peut dire que la valeur efficace affichée au multimètre est en réalité une moyenne dans le temps, comprise entre 0 V et la valeur crête, qui correspond à la valeur de la tension maximale. Comme on l'a vu, la tension maximale, ou tension crête, peut être connue à l'aide d'un oscilloscope. Lorsqu'on connaît la tension maximale d'une tension alternative sinusoïdale, on peut trouver la valeur efficace grâce à cette formule. Pour une grande précision, cette formule se lit ainsi: la tension efficace, en volts, est égale à la tension maximale, divisée par la racine carrée de 2. Pour cet exemple, j'ai une tension de crête de 311,13 volts, et je veux connaître la valeur efficace. Je diviserai 311,13 volts par la racine carrée de 2, ce qui me donne 220 volts efficaces. Inversement, lorsque je connais la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale, que j'ai relevée grâce à mon multimètre, je peux trouver la valeur maximale, ou la valeur crête, grâce à cette formule qui se lit ainsi. La tension maximale est égale à la tension efficace, multipliée par la racine carrée de 2. Dans cet exemple, ma tension efficace est de 220 volts, je la multiplie par la racine carrée de 2, ce qui me donne ma tension maximale dont la valeur crête est de 311,127 volts, ou 311,13 volts en arrondissant à deux chiffres après le point. Personnellement, je dirais même généralement, j'ai rarement besoin d'une telle précision. Aussi j'utiliserai plutôt ces mêmes formules, mais par la version simplifiée qui remplace la racine carrée de 2, par la valeur de 1,41 ou 1,414. Au cours de cette deuxième partie, nous verrons comment transformer une tension alternative en tension continue. Au risque de me répéter, la tension à la sortie d'un transformateur est alternative. Elle ne peut être utilisée telle quelle pour alimenter des transistors, ou des circuits intégrés d'un appareil électronique parce que ses composantes requièrent une tension continue comme celle d'une pile. Pour convertir une tension alternative en tension continue, elle doit passer par des diodes de redressement. C'est quoi une diode de redressement ? Il existe une très grande variété de diodes de redressement.
Leurs apparences sont tout aussi variées que leur taille et leurs spécifications techniques. Une diode de redressement est une composante électronique. C'est un dipôle, non linéaire et polarisé. Ce type de diode cylindrique possède à une de ses extrémités un anneau de couleur. Elle est schématiquement représentée par une flèche, représentant l'anode positive et pointant vers une barre perpendiculaire, représentant la cathode négative. Comment ça fonctionne? Je vais essayer d'être bref. Comme je le disais un peu plus tôt, notre transformateur d'alimentation est un transformateur abaisseur de tension. Il reçoit à son primaire une tension alternative sinusoïdale, ici de 220 volts, à 50 Hz, ou si on préfère, à 50 cycles par seconde. Cette tension inductive est transférée aux bobines secondaires. Cette partie du transformateur a présentement un rapport 220/18. Le primaire induit donc une tension alternative sinusoïdale de 18 volts alternatif à la sortie de cette bobine secondaire. Si tu observes bien cette figure, tu comprendras que les points de contact, L0 et L1, correspondent à l'alimentation provenant d'un secteur de 220 volts AC. Le multimètre, juste au-dessus de ces points, confirme qu'on a bien une tension efficace de 220 volts appliquée à l'entrée du primaire. Si tu regardes plus à droite, tu peux y voir l'oscillographe. La forme d'onde sinusoïdale de couleur rouge révèle visuellement cette tension appliquée à l'entrée du canal A de l'oscilloscope et que c'est bien celle qui est appliquée au primaire. Le canal A est réglé sur 200 volts par division, ce qui veut dire que chaque division verticale représente une lecture de 200 volts. Tu remarqueras aussi que la hauteur maximale qu'atteint chaque demi-alternance dépasse la ligne des 200 volts et de plus de 220 volts. La hauteur maximale qu'atteint chaque demi-alternance représente ce qu'on a appelé la tension de crête. Sa valeur est précisément connue en multipliant la valeur efficace de 220 volts par la racine carrée de 2, soit 311,13 volts crête. Si je ferme le canal A, pour ne laisser que le canal B, et que j'augmente la sensibilité du canal B à 20 volts par division, tu percevras mieux la forme d'onde sinusoïdale de couleur bleue de ce canal. On aura compris que le canal B de l'oscilloscope est connecté directement à la sortie de notre bobine secondaire de 18 volts. Cela représente la tension efficace de cette bobine. Tu remarqueras que cette valeur correspond exactement à la tension affichée au multimètre qui est connecté directement au point de test, 0 V AC et 18 V AC. Le discours reste le même concernant la tension crête prélevée par l'oscilloscope comparativement à la valeur efficace affichée par le multimètre. On pourra connaître la valeur de la tension crête de la bobine secondaire de 18 volts efficace en la multipliant par la racine carrée de 2, qui nous indiquera une tension maximale, ou de crête, de plus ou moins 25,46 volts par demi-alternance. Il va de soi que c'est précisément cette tension alternative que nous allons transformer en tension continue. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord t'expliquer l'incidence que peut y avoir une diode de redressement lorsqu'on la branche à cette tension alternative. Pour bien comprendre comment réagit une diode de redressement, nous allons prendre notre transformateur d'alimentation. Branché à la sortie de la bobine secondaire de 18 volts, on aperçoit l'oscillographe nous montrant deux cycles de l'onde sinusoïdale, que produit la tension alternative de 18 volts efficace. Chacun des cycles est formé de deux demi-alternances. L'une est positive, l'autre est négative. On comprend ainsi que la polarité change à chaque demi-cycle, et chacun des cycles, dans cet exemple précis, a une durée dans le temps de 1/50 de seconde. De ce fait, pendant qu'une seule seconde s'écoule, on aura vu passer 50 cycles, sans demi-alternance, tantôt positive, tantôt négative. La valeur de la tension maximale de chacune des crêtes atteindra une demi-alternance de plus 25,46 volts, suivie d'une demi-alternance de moins 25,46 volts. Dès qu'on relie une diode de redressement à l'enroulement secondaire de ce transformateur en dirigeant sa cathode vers la sortie, on ne prélèvera, sur cette cathode, que des demi-alternances positives, car elle bloquera les alternances négatives. Dès qu'on inverse la diode de redressement à l'enroulement secondaire de ce transformateur en dirigeant son anode vers la sortie, on ne prélèvera, sur cette anode, que des demi-alternances négatives, car elle bloquera les alternances positives.
Cette animation te permettra de bien visualiser ce qui se passe au niveau des deux diodes de redressement. Elles sont branchées à l'enroulement secondaire du transformateur. Toutes deux reçoivent la même tension alternative, mais D1 la reçoit par son anode, et ne laissera passer que les demi-alternances positives, tandis que D2 la reçoit par sa cathode, et ne laissera passer que les demi-alternances négatives. Je vais ralentir la vitesse de défilement afin de bien visualiser ce qui se passe. Comme on peut très bien le voir, lorsque la tension alternative arrivant du transformateur passe par D1, seules les demi-alternances positives arrivent à passer. La tension sortant de D1 est redressée positivement. De ce fait, on ne parlera plus de tension alternative mais de tension pulsée, car elle passe de 0 V à plus 18 V par demi-alternance positive. Cette tension pulsée ne peut pas être utilisée telle qu'elle, parce que pendant le temps où la tension alternative passe à la demi-alternance négative, la tension de sortie passe à 0 V, donc elle est interrompue tout le temps de la demi-alternance négative. Pour contourner cet inconvénient, on placera un condensateur électrolytique de 1000 ou 2000 microfarads sur la sortie de la diode. Nous voici maintenant devant un schéma réalisé sur le logiciel de simulation. Nous allons y reconnaître notre transformateur d'alimentation à baisseur de tension. Aux sorties de l'enroulement secondaire de 18 V, j'ai relié deux points de test nommés respectivement 0 V AC et 18 V AC. Ce dernier est relié à l'anode de D1. L'autre extrémité de D1, c'est-à-dire sa cathode, fait jonction avec le point de test TP1, puis l'interrupteur unipolaire S2, et au pôle commun de l'interrupteur rotatif à 6 positions S1. L'interrupteur rotatif S1 sert uniquement à des fins de démonstration. Il me permettra de sélectionner une des 5 valeurs de condensateur électrolytique qui sera reliée à la cathode de D1. Cela nous permettra de voir, grâce à l'oscilloscope, comment un condensateur électrolytique agit sur les demi-alternances positives que laisse passer la cathode de D1. Quant à l'interrupteur S2, il va permettre d'appliquer, au besoin, une charge comme s'il s'agissait d'un circuit électronique d'une puissance de 1 W. Avant de démarrer la simulation, je préciserai que le canal A de l'oscilloscope est relié à TP1 et apparaîtra en vert. C'est la sortie redressée de D1, tandis que le canal B, relié à la sortie du transformateur, affichera en jaune la tension alternative avant d'être redressée par D1. Je démarre la simulation. L'oscilloscope nous montre en jaune la tension alternative appliquée à l'anode de D1. En ouvrant le canal A, on aperçoit, en vert, la tension redressée que laisse passer la cathode de D1. Pour mieux la voir, je fermerai le canal B. On y voit clairement les demi-alternances positives. Pour chacune des demi-alternances positives, on a une demi-alternance à 0 V. Cela est dû au fait que les demi-alternances négatives sont bloquées par D1. On a bien une tension redressée, mais pas continue. On parle plutôt d'une tension pulsée. Cette tension pulsée ne peut pas être utilisée telle quelle pour alimenter un circuit électronique car l'alimentation est interrompue pendant le temps de chaque demi-alternance négative. Pour bien voir ce qu'il en est, j'appliquerai une charge à cette tension pulsée en plaçant l'interrupteur S2 en position marche. On remarque que l'ampoule clignote. Elle s'allume et s'éteint graduellement durant la demi-alternance positive, suivant la courbe qui va de 0 V à 25 V crête, et diminue de la tension crête jusqu'à 0 V, puis elle demeure éteinte pendant toute la demi-alternance négative. Pour bien voir ce qu'il en est, je vais réduire la fréquence de 50 cycles à 1 cycle par seconde.
On peut imaginer comment réagirait un circuit électronique soumis à une telle tension pulsée, et interrompu toutes les demi-secondes. On peut se rapprocher d'une tension continue en reliant un condensateur électrolytique de grande capacité à la cathode de D1. Je parle de relier un condensateur électrolytique de grande capacité à la cathode de D1 car si la capacité est trop basse, comme un condensateur de 1 microfarad, la tension sera continue, mais aussitôt qu'une charge sera appliquée, le condensateur n'aura plus d'effet et la tension redeviendra pulsée comme s'il n'y avait pas de condensateur. Voyons ce qui se passe si j'augmente la capacité du condensateur de 1 microfarad à 10 microfarad, tandis qu'une charge d'1 watt est appliquée à ce circuit. Puis de 10 à 100 microfarad. Passons de 100 à 1000 microfarad. Et finalement de 1000 à 2000 microfarad. En revenant à une capacité de 10 microfarad, on commence à percevoir une différence dans le dessin de la courbe descendante de chaque demi-alternance. On peut remarquer qu'elle prend plus de temps avant d'atteindre 0 V. Aussi, qu'à peine rendue à 0 V elle remonte déjà et ce, jusqu'à la valeur crête pour ensuite à nouveau, glisser lentement vers le 0 V. Avec une capacité de 100 microfarad, chaque demi-alternance nous montre une pente encore plus douce et plus lente. De ce fait, elle n'atteint plus les 0 V. En fait, la tension ne descend plus en bas de 14,73 volts positifs, tout en conservant une tension crête de 24,68 volts positifs. De même, lorsque je passe d'une capacité de 100 à 2000 microfarad, la courbe a presque disparu. Comment expliquer ce phénomène? Bien entendu, on ne parle pas encore d'une tension continue stabilisée comme celle d'une pile, mais bien d'une tension ondulée. Je vais maintenant essayer d'expliquer comment la présence d'un condensateur électrolytique agit pour aplanir les demi-alternances positives. Pour ce faire, et sans trop entrer dans la physique, passons à la planche à dessin. Afin de bien visualiser ce qui se passe, j'ai simplifié mon schéma.
Aussi j'ai réduit la fréquence de 50 cycles par seconde, à 1 cycle par seconde. D'une part, on pourra observer la tension grâce à l'oscilloscope qui est relié à la sortie de D1, représentée par la courbe en vert, mais aussi la tension de charge appliquée au condensateur de 100 microfarad représentée par la courbe en jaune. Je démarre la simulation. La courbe en vert nous montre les demi-alternances positives que laisse passer D1. On remarquera qu'elle représente la tension de crête qui passe graduellement de 0 à plus ou moins 25 volts positifs pour aussitôt redescendre graduellement jusqu'à 0 volts et s'y maintenir toute la durée d'une demi-alternance. Tandis que la courbe en jaune nous montre la tension positive qui s'accumule dans le condensateur tout le temps de la demi-alternance montante, puis, au moment où la demi-alternance amorce sa descente, on peut voir que la courbe en jaune qui représente la charge positive du condensateur décroît plus lentement. En fait, elle prend la relève pour alimenter la lampe. Ainsi, la tension de sortie diminue moins rapidement et la lampe reste allumée un peu plus longtemps. Le condensateur de 100 microfarad agit comme une pile de courte durée. Durant la demi-alternance montante, le condensateur se charge d'électrons. Il les libère dans la lampe dès que la demi-alternance est descendante jusqu'à la prochaine demi-alternance montante. Plus la capacité d'un condensateur électrolytique est élevée, plus il peut accumuler d'électrons et vice-versa. C'est un peu comme l'ampérage d'une batterie, dans le sens que plus la capacité en ampères est élevée, plus la batterie prendra du temps à se décharger. Pour bien imager cette comparaison, je vais maintenant remplacer le condensateur de 100 microfarad par un condensateur de 1000 microfarad. Avec un condensateur de 1000 microfarad soumis à une charge de 1 watt, sa tension n'a guère le temps de chuter en bas de 18,8 volts avant d'être à nouveau rechargée par la demi-alternance montante. Ainsi, la lampe reste allumée. L'indicateur de niveau nous montre la charge entretenue dans le condensateur. Il représente la tension accumulée dans le condensateur au moment de sa charge et sa décharge suivant les demi-alternances.
Si j'augmente encore la capacité du condensateur à 4700 microfarads, on verra qu'il prend encore plus de temps à se décharger. De ce fait, on s'approche de plus en plus d'une tension continue. Essayons un condensateur de 10 000 microfarads. On s'approche d'une tension continue, mais, cela demeure une tension ondulée. Elle n'est pas encore comparable à celle d'une pile. Il faut préciser que redresser une tension alternative pour en faire une tension continue avec une seule diode de redressement, ce n'est pas gagné. Il nous faudrait un condensateur d'une capacité 100 fois plus élevée. Un condensateur d'une telle capacité n'a pas lieu d'être. Il existe des façons bien plus efficaces d'arriver au même résultat avec un condensateur de plus petite capacité. Je dois préciser que cette simulation se passe à une fréquence de 1 cycle par seconde. Juste le fait d'augmenter la fréquence à 50 cycles par seconde va réduire le temps de charge et de décharge de 50 fois. La fréquence des alternances joue un rôle majeur dans la conversion d'une tension alternative vers une tension continue. À une fréquence de 50 Hz, un condensateur de 4700 microfarads arrivera à maintenir une charge acceptable. Il est à noter que le choix de la valeur capacitive d'un condensateur électrolytique n'est pas le fruit du hasard. C'est grâce à des calculs qu'on connaîtra la valeur précise du condensateur à utiliser. C'est ce que nous aborderons un peu plus loin. Mais avant, le fait d'utiliser une seule diode de redressement n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Retirons le condensateur de ce schéma, et revenons à nos demi-alternances positives. Nous avons un demi-cycle d'une demi-alternance positive, suivi d'un demi-cycle à 0 V. Ce demi-cycle à 0 V correspond à la demi-alternance négative dont la tension négative est bloquée par D1. Dans la prochaine partie, nous allons explorer deux façons d'améliorer considérablement cette étape de redressement.
Au cours de cette simulation, tu pourras visualiser comment fonctionne un pont de diode de redressement. Un pont de diode ou pont de Gratz est un assemblage de 4 diodes montées en pont qui redressent le courant alternatif monophasé en courant continu, c'est-à-dire ne circulant que dans un seul sens. Le pont de diode est le montage le plus utilisé pour réaliser un redressement double alternance. Je vais ralentir la vitesse de défilement afin de bien visualiser ce qui se passe. Comme tu peux le voir ici, la sortie alternative de 18 volts efficace de l'enroulement secondaire du transformateur n'a pas de point de centre. Dans ce cas précis, on utilise un pont de diode pour optimiser le redressement. L'oscillographe situé au-dessus du pont de diode te permet de visualiser la tension alternative qui est envoyée au pont de diode, d'un côté par la jonction de la cathode de D1, et l'anode de D2. De l'autre côté par la jonction de la cathode de D3, et l'anode de D4. La jonction des anodes de D1 et D3 nous donne la sortie négative du pont redresseur, tandis que la jonction des cathodes de D2 et D4 nous donne la sortie de la tension positive des demi-alternances une fois redressées. Juste à la droite du pont de diode, tu peux voir l'oscillographe te montrant les deux demi-alternances une fois redressées. L'enroulement secondaire de 18 volts alternatif de ce transformateur n'a pas de borne centrale. Pour redresser les deux demi-alternances qui en sortent, on passe par un pont de diode. Dès que la demi-alternance positive se trouve sur la borne AC1 et la négative sur la borne AC0, la tension sera redressée par les deux diodes, D2 et D3. De ce fait, lorsque c'est la demi-alternance négative qui se trouve sur la borne AC1 et la positive sur la borne AC0, la tension sera redressée par les deux diodes, D1 et D4. Il est intéressant de noter qu'en redressant ainsi les deux demi-alternances, la tension obtenue sera toujours une tension pulsée, mais à une fréquence de 100 cycles par seconde si la fréquence du secteur est à 50 Hz, ou à 120 cycles par seconde si le secteur est à 60 Hz. Si j'ai bien compris, en redressant la tension alternative par un pont de redressement, une paire de diodes laisse passer les demi-alternances positives, et la seconde paire de diodes inverse les demi-alternances négatives en demi-alternances positives. Ce qui nous fait deux demi-alternances positives par cycle. Cela explique comment une tension alternative d'une fréquence de 50 Hz à l'entrée du pont redresseur devient à sa sortie une tension pulsée à une fréquence de 100 Hz. Il en découle donc que le temps de charge du condensateur sera réduit de moitié. Et de ce fait, je pourrais utiliser un condensateur d'une capacité 2 fois plus petite pour obtenir une tension continue. Tu as très bien compris. Maintenant, je vais te montrer comment obtenir le même redressement, mais avec seulement 2 diodes. Pour ce faire, tu auras besoin d'un transformateur avec une sortie secondaire possédant 2 enroulements avec prise centrale. Ce transformateur abaisseur de tension est composé d'un primaire à 220 volts, et possède à son secondaire, 2 enroulements de 18 volts qui sont réunis par une prise centrale. Cette prise centrale, communément appelée « point du milieu » ou « center tap », sera notre borne commune de 0 volts. Pour les besoins de cette démonstration, j'ajoute un point de test que j'ai nommé L1, à la première sortie de 18 volts, et un autre point de test, nommé L2, à la seconde sortie de 18 volts. Ces deux points de test, ainsi que le commun à 0 volts, seront connectés à un premier oscilloscope qui te permettra de visualiser les deux tensions alternatives fournies par ces deux enroulements secondaires, avant leur redressement. La sortie, L1, ira rejoindre l'anode de la première diode, ici nommée D1.
tandis que sa cathode sera dirigée vers la sortie positive de 18 volts. On obtiendra ainsi une première demi-alternance positive. Ensuite, la sortie L2 ira rejoindre l'anode de la seconde diode, ici nommée D2, et comme pour D1, sa cathode sera reliée à la sortie positive de 18 volts. On obtiendra ainsi une deuxième demi-alternance positive. Pour que tu puisses bien visualiser ces deux demi-alternances redressées positivement, les bornes de sortie de 0 V et plus 18 volts seront reliées à un deuxième oscilloscope. Aussi, je vais réduire la fréquence du secteur de 50 cycles par seconde à un cycle par seconde. Cela te permettra de suivre le redressement de chaque demi-alternance, avant redressement et après redressement. Je lance la simulation. Je vois que la tension alternative de L1 est représentée par la courbe en bleu dans le premier oscilloscope, et que la tension alternative de L2 est en jaune. Mais comment se fait-il que les deux courbes semblent à l'opposé l'une de l'autre? Tu as bien vu, elles ne font pas que sembler, elles sont bel et bien opposées. Cela est dû aux deux enroulements secondaires. Je t'explique. Au moment de la fabrication de ce transformateur, les deux enroulements partent de la prise centrale et sont enroulés en sens inverse. Ce type d'enroulement permet de disposer de deux tensions identiques en valeur, mais sont opposées en phase. Avec cette configuration, on ne gagne ni en courant, ni en tension. On utilise généralement ce type d'enroulement biphasé pour réaliser des alimentations symétriques. Les alimentations symétriques, comme on pourra l'étudier dans un prochain tutoriel, permettra d'obtenir d'une part, une sortie de plus 18 volts, un commun à 0 volts, et de l'autre part, une sortie de moins 18 volts. C'est ce qu'on appelle une alimentation symétrique. Ce type d'alimentation nous fournit, à partir du point commun, une tension positive, et une tension négative. D'accord. En poursuivant mon observation, je constate que la tension alternative en provenance de L1 entre par l'anode de D1, qui ne laisse passer que les demi-alternances positives que je vois en bleu dans le deuxième oscilloscope. Tandis que la tension alternative provenant de L2 entre par l'anode de D2 qui ne laisse passer que les demi-alternances positives que je vois en jaune. Ainsi, pour la durée d'un seul cycle, on obtient deux demi-alternances positives. Ce qui a pour effet de doubler la fréquence, et ainsi réduire de moitié, le temps de charge du condensateur, qui aura pour rôle, d'aplanir cette tension ondulée. Bravo, je constate que tu as très bien compris. Maintenant, on va apprendre comment calculer la capacité minimale, en microfarad, du condensateur électrolytique relié à une diode de redressement, ou à un pont redresseur. Comment calculer la capacité minimale d'un condensateur électrolytique après redressement? C'est précisément ce que tu découvriras dans le prochain épisode de Easy Weekend Projects. En espérant que cette présentation vous a été utile et instructive. Si oui, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et surtout, je vous invite à vous abonner car ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Merci de votre attention, et je vous dis, à très bientôt pour une autre édition de Easy Weekend Project.